Donc, pour compléter ma présentation, je vais dire que je suis donc professeur ici à Sorbonne Université, à la faculté des sciences et d'ingénierie, et enseignante en première année d'université, donc ce qu'on appelle le L1, première année de licence. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé d'être copilote du groupe. Et donc, c'est aussi un petit peu un point de vue de l'université sur les lycéens qui sortent de l'enseignement secondaire. Alors, je ne vais pas vous montrer beaucoup de diapos, hein, juste quelques éléments pour aller assez vite. Donc, j'ai remis d'abord, pour commencer, la liste des membres de notre groupe qui ont travaillé à l'élaboration des programmes. Alors, c'est un petit peu pour que vous voyez leur nom et que vous sachiez qu'on puisse les remercier, mais c'est aussi pour que vous voyez la diversité des profils de ces gens-là, allant de chercheurs instrumentalistes à physiciens, chimistes, astrophysiciens, vous avez entendu hier Pierre Léna, biologistes, mathématiciennes et informaticiens. Donc on s'est mis tous autour d'une table, comme sur le dessin là, et on a essayé de faire un travail réellement pluridisciplinaire. Et ça a été beaucoup de travail. Hein. Aristide a calculé que c'est comme si on s'était réunis 6 semaines en continu pour faire les 2 programmes de première et de terminale. Jour et nuit. Voilà. Donc, on a voulu faire un programme qui soit réellement pluridisciplinaire, comme était notre groupe, et comme est la vraie vie finalement, et comme est la science. Le deuxième regard, c'est sur le public qui se destine ce programme. Donc on a gardé en tête tout le temps ce public, donc, qui est fait d'élèves scientifiques intéressés par les sciences, qui vont peut-être devenir des scientifiques après, et puis de l'autre côté d'élèves qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas intéressés, voire qui sont en rejet. Hein, les maths en particulier font l'objet de, pour certains de « ah non, les maths c'est pas pour moi », et bon, la physique aussi, les sciences aussi, voilà. Donc on a essayé d'équilibrer entre une partie de culture générale et une partie de pratique réelle de la science. Parce qu'on se dit que ces élèves qui ne sont pas scientifiques, qui ne s'intéressent pas aux sciences, pour qu'ils aient une vision de ce que c'est que la science qui soit un peu réaliste, il faut qu'ils en fassent. Et donc qu'ils aient des pratiques scientifiques. Donc des pratiques scientifiques, ils en ont déjà eu dans les classes qui précèdent, hein, jusqu'en seconde, mais il faut qu'ils continuent d'en avoir pour les intégrer. Et puis parce qu'en plus, c'est un âge où on évolue assez vite, et donc si on ne pratique pas, on perd. Hein. Donc on a voulu qu'ils manipulent des capteurs, on a voulu qu'ils manipulent des données, on a voulu qu'ils sachent faire par eux-mêmes des calculs simples, hein, limités, mais quand même des calculs. On a voulu qu'ils connaissent des ordres de grandeur de référence et qu'ils soient un peu à l'aise avec tout ça. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on reçoit à l'heure actuelle dans l'enseignement supérieur des lycéens qui ont, alors je ne vais pas dire perdu le sens des réalités, parce que ce n'est pas vrai, mais qui ne sont pas capables de mobiliser leur sens des réalités quand ils sont en cours. Hein. L'exemple, là, je n'ai pas de bouteille d'eau, mais c'est un exemple que j'ai vécu en TD. On fait un calcul sur un objet de la vie courante, on trouve une masse qui fait 1 tonne, je soulève ma bouteille d'eau et je dis à l'étudiant, ah bon, ça pèse 1 tonne? Oh bah oui, madame. Bon, si vous voulez que ça pèse 1 tonne, moi je veux bien. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est des comportements non scientifiques qui frisent l'hérésie, quoi. Donc qu'on veut vraiment éviter. Donc c'est la colonne de droite. De l'autre côté, on a voulu aussi, pour intéresser tous les lycéens, donc parler d'histoire des sciences, parler du grand récit de la science avec un grand S, on va dire, apprendre à réfléchir sur la construction des savoirs scientifiques et puis comprendre l'impact des sciences sur la société. Donc je vous fais ici un résumé
synthétique du programme de première. Donc, le grand récit de la science. Donc, si on commence par le début, on commence au Big Bang. Et puis, on a la création du Soleil et de la Terre. Donc, c'est ça qu'on a voulu tracer, je dirais, à grands traits dans le programme de première. J'ai mis une Terre un peu aplatie en haut et à droite. J'ai pas voulu mettre une Terre plate, des fois que les transparents traîneraient quelque part après sur Internet. Mais on a voulu ancrer aussi dans l'esprit un certain nombre de faits scientifiques et éviter toute contestation possible sur un certain nombre de choses évidentes comme la Terre est ronde. Voilà. Alors c'est bien beau de construire un grand récit de la science, mais l'être humain a construit ce récit en s'informant sur le monde qui l'entoure et en traitant un certain nombre d'informations. On a vu l'exemple avec les mathématiques à l'instant. Et donc, on a voulu montrer un exemple de la manière dont l'être humain s'approprie le monde qui l'entoure. Et donc, on a choisi de parler de sons porteurs d'informations. Alors, on aurait pu en choisir d'autres, des exemples. Vous avez vu que dans le programme, on a fait un certain nombre de choix. Le choix du son, on l'a fait parce que l'image est déjà traitée en sciences numériques et informatiques en seconde. Et que donc, il fallait qu'on fasse des choix qui n'empiètent pas sur les autres disciplines. Et ça a été une contrainte assez forte, malgré tout, pour faire le programme. Donc le son, personne n'en parle nulle part dans les programmes, donc on se l'est approprié. Et ça donnait aussi, en intégrant la musique, l'occasion de choisir un sujet où on sait que là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de lycéens qui sont en rejet de la musique, quoi. Donc c'est un point d'entrée à peu près garanti d'intéresser les élèves. Alors ce grand récit, il va se poursuivre dans le programme de terminale, dont je vous montre ici la version qu'on vient de soumettre au Conseil supérieur des programmes, donc qui a déjà été présentée par mes collègues hier, que je vous montre de manière un petit peu plus précise. Donc là, on a commencé au Big Bang, on va continuer pour être dans une époque plus actuelle et plus habitée par l'homme, on va dire. Donc, on va parler du climat. D'abord, du climat de la Terre, je dirais, sur une grande échelle de temps. C'est ce qu'a raconté, en fait, tout à l'heure notre collègue. Ensuite, de la complexité du système climatique. Il faut voir que le climat, c'est quand même un problème qui est pluridisciplinaire, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais aussi sacrément compliqué. On a vraiment passé des jours et des jours à s'arracher les cheveux. Et donc, comment l'homme modifie le climat et comment peut évoluer le climat en abordant la question du climat du futur. Et évidemment, on ne peut pas parler de futur climatique sans parler des problèmes d'énergie, puisque ces problèmes d'énergie sont à la base, quelque part, des problèmes de réchauffement climatique. Et donc, on aborde le thème 2 du futur des énergies, qu'on a volontairement centré sur l'électricité, pour différentes raisons. Mais la première, c'est que finalement, beaucoup de problèmes énergétiques se résument à l'heure actuelle à des problèmes d'électricité. La voiture à moteur thermique, on a directement de la conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. Et quand on passe à la voiture électrique, on passe par l'intermédiaire de l'électricité. Et donc finalement, l'électricité intervient de plus en plus dans nos modes de consommation de l'énergie. Et aussi parce que ça permet d'aborder un certain nombre de problèmes, en particulier mathématiques, comme l'optimisation du transport de l'électricité. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement connu, je dirais, du grand public, parmi les problèmes de l'énergie, mais c'est un problème intéressant. Vous voulez créer une nouvelle source d'énergie, par exemple en mettant des éoliennes dans la mer, en mer, ces éoliennes, elles sont loin des points de consommation. Donc il va falloir les relier au réseau électrique et essayer d'optimiser ce réseau électrique en fonction de sources qui sont là où elles sont. Donc si j'ai mis mes éoliennes en mer, elles sont en mer. Par contre, mes consommateurs, ils sont dans les grandes agglomérations, là où sont les grandes agglomérations, ils sont là où sont les industries. Et donc c'est un problème qu'on peut modéliser de manière mathématique par ce qu'on appelle la théorie des graphes. Et donc
on va aborder ça d'un point de vue mathématique. Alors évidemment, le savoir-faire que vous trouverez dans la colonne de droite du programme, il sera super simple, parce qu'on prendra un réseau électrique avec 2 producteurs d'électricité et 2 consommateurs. Donc ça fera pas beaucoup de manières de relier tout ça. Mais on imagine comment cette espèce de toile d'araignée du réseau électrique qui est sur notre territoire doit être gérée et peut être effectivement modélisée par les mathématiciens. Voilà, on abordera aussi les impacts sociétaux avec un regard qui est peut-être plus seulement scientifique, hein, puisque vous savez tous que quand on fait des choix, un des derniers choix caricaturaux dont on a entendu parler aux informations, par exemple, c'est de supprimer le diesel. Bon, ça veut dire qu'on joue sur des primes, on joue sur des prix. Donc, en fait, on fait de l'économie et pour favoriser un système plutôt qu'un autre. Et donc, on ne peut pas dissocier des choix scientifiques de choix économiques ou même politiques. Hein, voilà. Le 3e thème va parler du vivant, en abordant plusieurs questions. La question de la biodiversité, la question de l'évolution comme grille de lecture du monde, et en particulier centrée sur l'évolution humaine. Alors là aussi, parce que ça concerne tous les élèves, et puis que l'évolution des autres espèces est traitée ailleurs. On va parler des modèles démographiques. Donc les modèles qu'on va aborder, c'est des modèles extrêmement simples. Le modèle linéaire, en particulier, on va commencer par ça, qui est évidemment un modèle démographique extrêmement limité, extrêmement pauvre, mais qui permet d'aborder le concept de modèle mathématique. Et puis on va terminer par la question de l'intelligence artificielle, on peut dire. Si je résume, dans l'histoire de l'humanité, l'homme a progressé avec des techniques pour, je dirais, inventer le feu pour se chauffer, cuire ses aliments, et puis on a toute une chaîne d'inventions techniques, jusqu'à l'informatique, et finalement la tentation d'externaliser son intelligence, comme on a mis dans le titre, chose qui est évidemment, la réponse est non, hein. Mais donc qui nous permet d'aborder vraiment les questions de qu'est-ce que c'est que l'informatique, et de donner une place à l'informatique qui était peut-être un petit peu plus limitée dans les thèmes précédents. Voilà. Alors je vais continuer par deux petits flashs sur des sujets particuliers qui nous ont donné beaucoup de soucis. Donc je vais commencer par les mathématiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Donc quelles mathématiques on voulait dans ce programme et quelles mathématiques il fallait mettre. Donc je vous ai mis ici une brillante formule. Là encore, je ne l'ai pas inventée malheureusement. Je ne fais que répéter ce que disent un certain nombre de nos étudiants. Ils ne maîtrisent pas ce que c'est que les puissances de 10. Donc on additionne ce qu'on a sous la main et puis voilà. Ça fait partie des lacunes qu'on observe. Et alors là, je ne suis pas en train de vous parler d'étudiants qui font du chinois après avoir fait un bac L. Hein. Je suis en train de vous parler d'étudiants qui sont en L1, parcours MIPI, c'est-à-dire maths, informatique, physique, ingénierie, d'accord, et qui viennent avec un bac S et qui ne savent pas manipuler les puissances de 10. Voilà. Donc c'est à ça qu'on est confronté à l'heure actuelle. On est confronté à d'autres trucs, je vais en citer un ou deux. Savoir calculer une dérivée. Vous allez me dire, la dérivée, c'est au programme de terminale, ou même peut-être de première, je ne sais pas. Mais enfin, c'est au programme du lycée. Mais ils apprennent à dériver, ils ont appris à dériver, ils ont appris des recettes pour dériver, mais ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une dérivée. Alors, on fait de la mécanique, par exemple, on a des fonctions du temps. Alors, on a une fonction du temps, f de t égale t carré. On essaye de la dériver, mais ça, c'est impossible, on ne sait pas dériver. Alors, au bout d'un moment, je dis, mais pourtant, je ne comprends pas. Au lycée, je suis sûr qu'on vous a appris à dériver f de x égale x2. Ah, ça oui, madame. Mais savoir dériver f de x égale x2 et en déduire qu'on sait dériver f de t égale t2, ben là, c'est pareil. Il y a toute une fraction des élèves qui n'ont pas compris ce que c'est qu'une variable, qu'on peut donner n'importe quel nom à la variable. Voilà. Donc, pour résumer, on a voulu mettre dans le programme
ancrer un certain nombre de choses qui sont déjà dans les programmes. Parce que les puissances de 10, c'est enseigné. Les fractions, c'est enseigné. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y en a qui ne savent pas qu'un demi plus un tiers, ça ne fait pas un cinquième. Hein. Donc, des mathématiques extrêmement simples. Le volume du cube. Hein, donc là, j'espère qu'avec la cristallographie, le volume de la sphère et le volume du cube, ça va être enfin entré. Et là, c'est pareil, c'est pas acquis. Donc, on a voulu ancrer des savoirs qui étaient appris dans les classes précédentes et qui ne sont pas maîtrisés. Les ordres de grandeur, savoir manipuler des ordres de grandeur, savoir manipuler des formules simples, savoir reconnaître des éléments de mathématiques simples, comme des puissances de 10. On a voulu vraiment ancrer ça dans la tête des élèves pour qu'ils aillent dans l'enseignement supérieur avec des bases acquises. Ça, c'est une sorte de maths. C'est évidemment pas les maths qui font très plaisir aux mathématiciens, parce que c'est pas les maths qu'on vient de voir dans l'exposé qu'on vient d'entendre. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi mettre des maths, je dirais, au sens intéressant des mathématiques, moins non élémentaire des mathématiques, d'où les éléments que je viens de vous dire et qu'on avait déjà dit dans le programme de première. Deuxième question qui fâche, l'informatique. Alors là, personne ne sait très bien ce que c'est que l'informatique. En fait, on fait tous de l'informatique tous les jours, plus ou moins, enfin, ça dépend des gens, mais moi, en tant que chercheur, par exemple, j'en fais tous les jours. Mais quand on se confronte aux informaticiens, en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément de l'informatique. Ce n'est pas forcément ce qu'eux appellent de l'informatique. Donc on a essayé d'aborder différents aspects de l'informatique et puis de l'histoire de l'informatique. J'ai essayé de caricaturer un peu ici par ces dessins du métier à tisser de Jacquard, la machine qui n'a jamais existé de Turing, les petits microprocesseurs Arduino que vous avez pu utiliser en atelier. Un exemple de fichier, hein, vous avez ici une Joconde pixelisée, donc la notion de fichier image ou son, mais de fichier comprimé, de qu'est-ce que c'est qu'un fichier, la numérisation, etc. Et puis un programme qui se trouve être en Python, mais qui pourrait être en n'importe quoi. Donc on a essayé d'illustrer ces différents aspects dans le programme. J'espère qu'on a réussi. Voilà, et puis un dernier point, le poids des mots. Ça, c'est un vrai problème qu'on a entendu. Alors, il se trouve que j'ai choisi le mot évolution pour illustrer mon propos. Ça tombe plutôt bien parce que c'est un exemple qu'on pourrait rajouter dans mes exemples, mais que je n'ai pas utilisé. Donc, je vous montre. Alors, en fait, suivant votre culture, la discipline dans laquelle vous travaillez, quand je prononce le mot évolution, ça évoque des choses qui sont différentes, voire qui n'ont rien à voir. Hein? Alors j'aurais pu rajouter l'évolution dont on a entendu parler tout à l'heure. Mais donc il y a l'évolution des physiciens, il y a l'évolution des biologistes. J'ai même trouvé une petite bande dessinée sur l'évolution de l'informatique. Et puis il y a l'évolution au sens des mathématiciens. Bon. Quand on s'est retrouvé... Alors, je vous ai cité cet exemple. Pourquoi? Parce que c'est le dernier exemple, en fait, dans le dernier travail qu'on a fait sur le programme de terminale, le dernier conflit, entre guillemets, qu'on peut avoir, parce qu'on ne s'est jamais battu, hein, mais on a voulu limiter l'utilisation du mot évolution, parce qu'il a un sens quand même plutôt dominant dans la société, qui est celui d'évolution biologique. Et on a voulu essayer d'enlever les endroits du programme où on l'avait mis pour d'autres sens. Et en particulier en mathématiques. Et puis les mathématiciens, ils n'ont pas été d'accord. Donc finalement, on a laissé le mot évolution dans plusieurs sens dans le programme. Parce que c'est comme ça. Parce que l'évolution des biologistes, c'est légitime, et l'évolution des mathématiciens aussi. Et donc bon, en physique, c'est un peu moins clair, mais c'est un peu moins critique, on va dire. Hein. Mais par contre, il y a d'autres mots pour lesquels c'est les physiciens qui grimpent au rideau. Et bon, on peut trouver tous les aspects. Donc, on a été obligés, nous, de faire des compromis et de s'expliquer le sens des mots les uns aux autres. C'est clair que dans cet enseignement scientifique, vous ne pourrez pas faire l'économie de ces confrontations
et d'aboutir à expliquer aux élèves que les mots ont plusieurs sens suivant l'endroit où on est, l'endroit d'où on parle, la discipline qu'on considère. Hein. Et ça va peut-être à l'encontre de certaines pratiques où on a tendance à dire que tel mot représente telle chose dans un cours et qu'on n'a pas le droit d'employer des synonymes parce que ça va mettre la confusion dans la tête des élèves. Il y a de la confusion, il y a des ambiguïtés sur le vocabulaire. Et donc, il faut se confronter à ça, et l'enseignement scientifique va être le lieu de se confronter à ça. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer quelques petits points depuis mon point de vue, et j'arrête là, je vous remercie. Et j'espère que vous allez transmettre l'enthousiasme qu'on a eu à mettre au point ce programme, et le plaisir de l'enseigner à tous vos collègues, et puis ensuite à tous les élèves. Je vous remercie.